La commémoration du génocide rwandais relance la question sécuritaire et diplomatique en République démocratique du Congo. Paul Kagame qui tue au Congo continue à faire messieurs propres à l'extérieur. Il a mobilisé les dirigeants du monde pour commémorer, bien entendu, le génocide rwandais. Quel message retenir de cette commémoration? CPG, qui accorde depuis un temps la parole à la jeunesse, reçoit Elie Mondonga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Josué, merci de l'invitation. Toujours analyste politique comme d'habitude. Effectivement. Première question. D'abord, l'actualité au niveau du pays. La première ministre est connue. Comment vous avez accueilli sa nomination? Vous savez, ça n'a pas été un grand événement pour moi, quoique j'ai lu un peu comme tout le monde. On est parti vers l'angle genreux de la chose. C'est tout à fait normal parce qu'en réalité, la nomination d'un Premier ministre, c'est une routine administrative, c'est une routine politique. Bon, c'est pour une première fois que ce soit une femme. Je ne trouve pas beaucoup la différence non plus parce qu'on sait que la gestion de la chose publique ne répond pas aux questions de genre. Donc ce n'est pas une femme qui va gérer, c'est une politique, c'est une technocrate, c'est une administrative. Le CV, il est bon, mais après, les enjeux, moi je pense personnellement qu'on dépasse un peu la personnalité politique de l'homme avec grand H, de la femme, pour ceux qui voudront. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai accueilli. Je suis plutôt patient pour voir, parce que le contexte politique est très compliqué. On risque de vivre le gouvernement Sama. Ça veut dire un Premier ministre pas très fort, avec des ministres et des vice-premiers ministres excessivement forts politiquement. Et vous avez vu ce que le gouvernement Sama a donné. Entendons voir, mais ça, je n'ai pas beaucoup d'enthousiasme. Mais pendant ces temps, les temps courent. Oui, les temps courent. D'abord, sa nomination intervient après plusieurs jours, 3 mois, disons 4 mois. Et elle se mettra à constituer un gouvernement qui va lui demander assez de temps, puisque les tractations politiques sont parties, peut-être sans finir. Ben, il est temps de réfléchir sur des réformes constitutionnelles. La République démocratique du Congo perd beaucoup de temps, pendant qu'au Sénégal, ce n'est pas le cas, par exemple. Oui, vous avez raison de faire ces comparatifs-là, mais la petite musique derrière, comme quoi il faut révisiter ou revoir la Constitution pour une forme de célérité administrative. Exactement. Moi, je ne comprends pas les liens qu'on est en train de faire. Il y a des premiers ministres qui ont été nommés, au bout de 10 jours, ils constituent son gouvernement et tout s'en va très rapidement. Le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est les natures des alliances politiques dans laquelle nous vivons. C'est sur votre plateau ici que j'ai dit que le second mandat du président de la République sera son plus dur des mandats, parce qu'il s'est entouré de tout le monde. Donc l'union sacrée est conflictogène par essence. Quand vous tuez l'opposition, la difficulté que vous avez, c'est que vous devez satisfaire politiquement tous les partenaires. Ils sont légion, ils sont nombreux. Comment faire? Et c'est ça qui nous prend du temps. Ce n'est pas la Constitution. C'est ça qui retarde les élections au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la Constitution. L'Assemblée nationale aurait pu avoir un président. Au bout de... On a déjà validé les mandats. On est presque à 1 semaine. On n'a toujours pas de calendrier jusque-là, que je sache. Rien n'est encore organisé. On attend de gauche à droite que voilà, les candidats seraient là et compagnie. Mais pourquoi est-ce que ça traîne? Parce que tout le monde veut des quotas, veut se retrouver. Donc les tractations politiques, en fait, emprisonnent l'administration. Les tractations politiques enferment l'État. Ce n'est pas un problème de la Constitution, c'est un problème de l'homme. Et je crois qu'on aura le temps d'en parler. Et moi, je comprends ce qui se passe dans le sens où la génération politique qui gère aujourd'hui, qui a commencé dans les années 90 avec soit la conférence nationale, soit avec les Sun City, est une génération conflictogène. Ils sont arrivés en politique par un conflit, ils n'ont géré que de conflits, et leur départ va être signé par un conflit. C'est comme ça qu'ils sont en train de nous faire perdre du temps. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Alors, on va
bien sûr parler de l'union sacrée, qui selon vous semble bloquer l'administration. Mais d'abord, votre commentaire par rapport aux attentes de ce gouvernement. C'est bien connu, c'est la sécurité dans l'Est, c'est le social. Et bon, disons, c'est devenu toute une habitude depuis un temps à répéter les mêmes choses face à des nouveaux gouvernements. Votre commentaire? D'abord, moi, je voudrais faire réfléchir les gens. Les gouvernements peuvent changer, mais les attentes de gouvernement restent les mêmes. Parce que le gouvernement, c'est l'institution politique la plus stable, avec une seule mission, améliorer le quotidien. Tout le gouvernement du monde font ça. Sinon, dans des pays que nous trouvons développés, il n'y aurait à un moment donné plus de gouvernement parce que les gens mangent, les gens se déplacent convenablement et tout ça. Mais le gouvernement a la seule mission d'améliorer le quotidien du peuple. Donc, c'est la plus grande attente qu'on peut avoir. Maintenant, on peut rentrer dans la petite parenthèse, parce que le président de la République lui-même l'avait dit, il l'a répété, quand il a prêté serment, qu'il avait 6 axes. Autour de ces 6 axes, le gouvernement va emmener un projet du gouvernement avec lequel, d'ailleurs, il sera validé, investi au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il va mettre en pratique chaque année. Vous comprenez? Il va revenir chaque année pour attendons voir. Mais le plus grand défi, la plus grande attente, vous l'avez dit, le président lui-même l'avait dit, c'est la question sécuritaire. Parce qu'il a dit que si jamais il n'installe pas, il n'impose pas la paix en République démocratique du Congo, son mandat devrait être considéré comme un échec. Donc le gouvernement qui arrive, la plus grande bataille, c'est la bataille sécuritaire, qui d'ailleurs sera la plus dure. On va en parler, parce que les choses vont plutôt dans le sens de se dégrader. Et ça démontre que voilà, nous ne sommes pas convenablement organisés et non prêts pour élaguer cette question. Et cette dégradation, c'est à quel niveau? C'est à tous les niveaux. D'autres parleraient, je prends par exemple le cas de Germain Kambinga qui loue les efforts du chef de l'État. Aujourd'hui, si Paul Kagame n'est plus à l'aise, il accorde des interviews par-ci, par-là, c'est par rapport à la virilité diplomatique du président de la République. Vous parlez de la dégradation, c'est à quel niveau? Non, mais moi, je peux comprendre les propos de M. Germain Kambinga différemment. À moi, c'est un politique, donc il est lié par une parole qui va dans un seul sens. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on accuse Kagame. Les rapports mapping n'est pas venu à l'ère de Tshisekedi. Kabila a obtenu les sanctions contre le Rwanda au niveau des instances internationales. Kabila, il l'a obtenu. Nous avons, je pense à l'époque, on avait un procès contre l'Ouganda. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Les interviews de Paul Kagame rentrent dans sa stratégie à lui. Et on va développer ça tout à l'heure. C'est pas puisqu'il s'est senti secoué. Oui, on le secoue, évidemment. Mais il ne parle pas parce qu'il est mal à l'aise. Il parle parce qu'effectivement, il doit communiquer, il doit préparer l'opinion, son opinion, l'opinion qui lui est favorable. Et c'est ce qu'il fait. Et vous avez vu que quand lui, il parle, vous avez vu comment est-ce que c'est reproduit dans les médias internationaux, contrairement à quand nous, on parle. Je ne sais pas de prendre sa défense, mais il faut à un moment donné se reconnaître qu'on a beaucoup d'erreurs dans cette gestion des crises. Ce n'est pas que les erreurs de ces régimes. Cette gestion des crises est excessivement complexe. Et il ne faut pas la voir qu'avec les données internes. Il faut voir aussi la complicité extérieure, les influences extérieures de gauche à droite pour essayer de comprendre. Moi, je pense que jusque-là, on n'a pas encore suffisamment compris la donne sécuritaire. Et le malheur, c'est que ce n'est pas réfléchi par les gens qui en ont la compétence. C'est ça aussi notre problème au Congo. On a laissé tous les débats des sociétés aux seuls politiques. Moi, je le dis parce que je partage les métiers avec vous. Quand vous allez chercher les experts pour avoir les réponses à des questions pertinentes en vue d'informer et de se documenter, beaucoup refusent de venir. Ils ont la bouche pleine. Bah voilà, ils ont la bouche pleine. Mais quand les politiques viennent, les politiques ont un autre agenda. Les politiques communiquent pour d'autres intérêts que les intérêts d'abord scientifiques, d'abord par besoin d'informer. Donc, quand on laisse les débats de la société aux politiques, assumons qu'ils soient un peu déformés. Alors, la question sécuritaire, c'est la deuxième partie de notre émission. Mais d'abord, ce gouvernement de Mme Judith, puisque les défis est énorme.
elle est liée à des résultats pour faire gagner les chefs de l'État. Bien sûr. Avec qui composer? Selon vous, quels peuvent être les profils des ministrables? D'abord avec l'Union sacrée, hein, naturellement. Naturellement, ben là, Effectivement, il y a Christian Moindo qui a déjà alerté qu'elle risque de se faire bouffer si seulement on va dans ce sens-là avec les chefs des partis politiques. Oui, mais est-ce qu'elle s'est déjà pas fait bouffer? Vous avez vu qu'au lendemain de sa nomination, elle a été voir son chef de parti. Ça en dit long sur ce qui va arriver. Moi, j'ai même l'impression qu'elle a déjà une mouture de gouvernement sur sa table. Déjà faite, justement, par les chefs de parti. Vous savez, M. Josué, nous rentrons, en fait... Qui est le résultat du travail de l'informateur. Oui, qui est le résultat du travail de l'informateur. Bon, Okay. On va voir à combien elle va peser, la Première ministre, pour modifier cette mouture-là. Moi, je pense pas qu'elle aura assez de marge de manœuvre. Je pense pas. Surtout qu'elle vienne de l'UDPS. C'est ça sa première difficulté. C'est-à-dire qu'elle est venue de l'UDPS au moment où l'UDPS veut plus de pouvoir. Et au moment où l'UDPS veut complètement gérer le pays, elle ne veut plus faire l'erreur du premier mandat, laisser les chefs de l'État appeler les gens de la diaspora et compagnie. L'UDPS récupère les choses entre les mains et les pouvoirs, on sait d'où ça va partir et ça sera assez compliqué. À moins qu'elle s'impose, hein, si elle a beaucoup de caractère, elle peut vraiment s'imposer et changer les choses. Après, le gouvernement qui arrive, il faut tout simplement miser sur la compétence. Mais j'ai comme l'impression que ça n'arrivera pas parce qu'il ne faut pas non plus qu'on parle comme si on était en plein Paris ou à New York. Non, on est au Congo, où les partis politiques ont failli à la mission de la formation citoyenne. C'est-à-dire que le pouvoir constitutionnellement revient aux partis politiques parce que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Okay. L'Assemblée nationale, les députés sont les émanations des partis. Voté par le peuple. Mais dans les partis, on trouve qui? On trouve des militants et non des cadres. Il n'y a plus de cadres dans les partis politiques. Parce que les partis ne forment pas citoyennement. C'est-à-dire que si on doit dresser la liste des ministres par des partis politiques, attendons-nous à des militants, à des gens qui viennent apprendre sur l'État. À cause de ces vides d'informations que vous avez relevés. Tout justement. À cause de ces vides-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on est quand même dans un moment de notre pays où la structure parti politique va vers une forme de disparition. À l'allure où vont les choses, soit on va légiférer sur le nombre des partis, soit les gens en auront simplement ras-le-bol. Vous comprenez? Parce que tout le monde va au parti politique comme si c'était un petit cabinet pour attendre l'emploi. Et donc, c'est ridicule. On va pas... Moi, je ne sais pas avec qui va-t-il composer. Et rajouter à ça toute la complexité politicienne dans l'Union sacrée, tous les calculs aujourd'hui, celui-là voudra ici parce qu'il pense à 2028. Je vous ai dit une chose l'autre fois à mon passage, que les chefs de l'État ont des partenaires qui ont des ambitions présidentielles. Je fais allusion au MLC, à l'UNC, au AFDC, par exemple. Ça va être compliqué, les négociations. C'est déjà compliqué, les négociations. On a appris par la presse ici. Bossoé, ça tirait ici. Kamere, c'est lui, ça tirait. C'est comme ça que ça va se faire. Normal pour la respiration de la démocratie. Oui, normal pour la respiration de la démocratie. Je suis d'accord. Si ces jeux-là vont dans le sens de la construction de la nation, je suis d'accord. Mais dès lors que les partis politiques échouent d'abord dans la formation citoyenne, tout le reste, c'est des calculs politiques pour des intérêts égoïstes. Donc, il faut s'attendre à des chefs des partis politiques eux-mêmes comme des ministres. Bien sûr, ils seront ministres. Ils seront ministres et ils vont mettre des gens qu'ils remercieront par loyauté, d'autres parce que c'est des petits mots confiants, certains parce que, bon, il faut attirer beaucoup d'argent dans les caisses du parti parce que, bon, 2028 arrive. Nous sommes rentrés dans une ère excessivement politique. Excessivement politique. C'est-à-dire que la République sera conduite aux humeurs de calcul politique. Et c'est ça la difficulté. Moi, je m'en rejoins un peu parce que ça me reconforte dans le sens où on va vers une transition générationnelle. Ça veut dire que ces difficultés-là vont permettre l'émergence d'une nouvelle génération en politique qu'on espère peut-être pouvoir faire les choses différemment.
Sinon, on est parti dans sécurité à présent. Vous avez vu Paul Kagame, comment il a mobilisé le monde autour de son fameux ou sa fameuse commémoration du génocide rwandais. Ici, en RDC, quel est le message qu'on peut retenir de toute cette mobilisation effectuée par Paul Kagame? Paul Kagame nous envoie un seul message, c'est qu'on a les mêmes partenaires. Ça veut dire que les gens auprès de qui on l'accuse sont aussi ses partenaires. Parce qu'on a vu le monde entier se déplacer. Et vous avez vu que beaucoup de représentants des pays que nous avons sollicités diplomatiquement, ils se sont déplacés, pas pour n'importe quoi, autour de la question de génocide. Parce qu'il faut savoir que la question de génocide rwandais, est au cœur de notre instabilité. Tout commence par là. Quand ça génocide au Rwanda et que les gens traversent et compagnie, non encore, non assistent. Et tous les chefs du monde, les représentants des États, étaient là pour reconnaître un génocide, d'ailleurs, que d'autres écrivains ne reconnaissent pas encore. Je pense par exemple à Charles Onana, qui remet certaines vérités en cause. Donc, il veut nous dire que la question sécuritaire, telle que nous l'abordons, est un passe-temps. Il veut nous dire que le monde dans lequel nous sommes, ce monde d'Huntington, ce monde de guerre des civilisations, ne respecte une seule chose, la puissance. Il veut nous dire que si nous allons négocier avec lui demain, regardez la puissance qu'il a derrière. C'est ce qu'il veut nous dire. C'est ça le message. Quand il ramène même les chefs d'État qui ont des armées, qui ont des hommes au sol chez nous, et qui, à la sortie de ces cérémonies, tiennent un discours qui va dans le sens d'appeler à la négociation politique, le message est clair. Le message est clair. C'est à nous maintenant de nous regarder. Est-ce qu'on veut y aller dans cette négociation, parce que c'est ça que je pense, comme l'Allemagne à la sortie de la Première Guerre mondiale, et revenir de là avec les accords qui ressembleront énormément au traité de Versailles? Veut-on y aller comme on y est allé en 2003 pour revenir là-bas avec des accords qui ressembleront trait pour trait à Sun City? Ou veut-on la paix en payant le prix cher, ça veut dire le prix de la puissance, et conserver une paix très, très, très durable? Et devant tous ces questionnaires-là, que doit faire la RDC? La RDC doit Comment répondre. peut-on aller? La RDC doit répondre à ces questions. La RDC doit répondre à ces questions. Moi, je n'ai pas la solution magique. La RDC doit répondre à ces questions. Parce qu'en fait, Kagame, beaucoup de gens, nous ne comprenons pas beaucoup ce qui se passe. C'est ce que je disais tantôt. À défaut d'experts, les partis politiques ont échoué, cher Josué. Les partis ont échoué. Ça veut dire que le parti politique, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, ont produit une élite piètre, incapable de comprendre la géopolitique internationale, incapable de comprendre les questions gouvernementales, incapable de résoudre des problèmes quotidiens de la population. Ça, c'est les partis politiques. Je fais le bilan des partis politiques. 30 ans après. C'est un échec patent. On n'a plus d'experts. Pendant que les autres réfléchissent profondément, signent des accords, ils ont une approche diplomatique efficace, nous, parce que les partis ont échoué, on a à la tête des ministères, des fonctions stratégiques pour la survie de la République, des amateurs. Pourquoi? Parce que la Constitution a organisé les pouvoirs politiques revenant aux hommes politiques. Et quand les hommes politiques sont mauvais, c'est tout le pouvoir politique qui est mauvais. Et ça, c'est le résultat de 30 années d'expérience politique. Et que faire pour renverser la tendance? Aujourd'hui, en ce moment, la seule solution, c'est un renouvellement politique, qui d'ailleurs est naturel. Parce que, je vais vous prendre un exemple. Renouvellement politique ou renouvellement des textes? Non, renouvellement politique. Puisqu'on peut changer les hommes, mais si les textes restent les mêmes, ces textes-là risqueront d'engloutir les mêmes hommes. Il faut commencer d'abord par changer les hommes. Parce que c'est l'homme qui décide de respecter ou de ne pas respecter les textes. C'est l'homme d'ailleurs qui décide quel texte qu'il faut ou quel texte qu'il ne faut pas. Il faut commencer par l'homme. Parce qu'aujourd'hui, quand par exemple en 2016, la Constitution prévoyait qu'on aille aux élections,
et qu'on n'a pas pu y aller, on a pris 2 ans. Ça, ce n'est pas un problème de texte. C'est un problème d'homme. Quand la Constitution prévoit que ça doit se faire comme ça, vous faites différemment, c'est un problème d'homme. Donc, on peut vous donner la Constitution américaine, mais dès lors que les partis politiques ne savent pas pondre, donner à la société une élite capable de la protéger, capable de la construire, ça servira à pas grand-chose. Il faut ces renouvellements, qui arrivent d'ailleurs, de toute façon, parce que la nature fait que les uns passent, les autres arrivent. Mais ceux qui passent là, ce sont des vétérans qui veulent se faire remplacer par leurs enfants. Effectivement. C'est ça maintenant un autre les problème. C'est à ce niveau-là. Au-delà de leurs enfants, ils veulent se faire remplacer par ceux qu'ils ont mis dans leur parti politique, qui n'ont pas toujours la formation, qui n'ont pas un regard différent, qui ne sont pas préparés des surcroît. Ce qui arrive est très dangereux. Moi, je pense personnellement, quand j'analyse, je pense qu'on est allé, on va vers un dialogue avec la situation sécuritaire. Parce que je n'ai pas assez d'éléments pour me convaincre ou pour comprendre que différemment, on peut y arriver à la paix. Dialogue avec le Rwanda ou dialogue intercongolais? Ça va commencer par le Rwanda, évidemment, parce que c'est lui qui nous agresse. Mais le Rwanda, comme dans son habitude, va se dédouaner de toute responsabilité. Il va dire, bon, moi j'ai peut-être aidé, oui, j'ai peut-être donné des hommes, je les retire. Mais il faut négocier entre vous. La paix, c'est une question interne. Et on va aller négocier avec qui? C'est ça la stratégie du Rwanda depuis longtemps. En fait, il faut comprendre que l'objectif du Rwanda, c'est l'instabilité de la RDC. Exactement. Ça vient de faire... connu. Effectivement. Ça vient de faire depuis 98 jusqu'à aujourd'hui. Ça vient de faire quasiment 24 ans à peu près. On est en 2024, c'est ça? Je crois 26 ans. Depuis que le Rwanda nous a infiltrés pour la première fois. On est allé au Sun City, non? Dans le besoin de taire les armes, dans le besoin de recouvrer la paix. Mais depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, l'Est n'est pas en paix. Pourtant, le RCD a négocié. Pourtant, le RCD a participé à la construction de la Constitution. C'est ça la stratégie rwandaise. Ça veut dire quoi? On va aller négocier avec la promesse d'avoir la paix, mais on n'aura jamais la paix parce que la négociation va donner 2 choses. Va donner l'occasion au Rwanda d'infiltrer, parce qu'il faut comprendre ça. L'infiltration de 1998 a vieilli. L'appareil politique est en train de changer. Donc, Kigali n'a pas complètement la maîtrise. Il faut donc réinfiltrer. C'est comme ça que les M23 se sont fait intensifier. Et ça coïncide avec le départ de l'ancienne classe et l'arrivée de la nouvelle classe. Donc, si la nouvelle classe arrive et que vous n'avez pas le contrôle, la donne va changer. Or, l'instabilité à l'est de la République est une question de vie ou de mort, est une question existentielle pour le Rwanda. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on intensifie, on va faire des rébellions de gauche à droite, on va pousser les Congolais vers un dialogue au format exactement de Sun City, et à partir de là, ceux qui ont été financés par le Rwanda, par tel, bah, seront les pions, ils vont demander des clauses qui leur seront favorables, on va nous introduire des gens de l'armée qu'on ne maîtrise pas, on va nous introduire des gens de la politique qu'on ne maîtrise pas, on aura une ambassade du Rwanda au Congo excessivement forte, qui va... C'est comme ça que ça se passe. Vous rajoutez à ça tous les intérêts de la multinationale, tous les intérêts miniers. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on s'est tourné, tous les accords miniers sont tournés plutôt vers la Chine et l'Arabie Saoudite, l'Émirat, tout ça, un peu les Arabes. Les Occidentaux se font de plus en plus chasser, alors que nous sommes à l'ère où l'Occident est en guerre annoncée, frontale, contre un peu l'Orient, les BRICS et tout ça, et qu'ils ont besoin de la ressource du sous-sol. Donc, ils sont en train de venir, ils sont en train de s'imposer. Et les dangers, c'est que nous arrivons aujourd'hui à un dialogue des formats des Sun City, où on va revisiter la Constitution, ce qui d'ailleurs convient à l'UDPS, parce que l'UDPS veut la révision constitutionnelle. Plus personne n'est sans cash. Plus personne n'est sans cash. Plus personne n'est sans cash. Tous les dignitaires de l'UDPS appellent attention, à ces il faut attendre les communiqués de Kabouya. Non, mais pour confirmer ce que vous dites. Tous, les professeurs Mbata et passé. Ce sont des avis personnels. Justement, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est des politiques. Ils ne parlent pas en l'air. C'est-à-dire qu'on sent... C'est légitime. Moi, je ne dis pas que la Constitution doit rester. Non, c'est légitime. Mais on est en quelle période? Vous comprenez? C'est ça le problème. Donc, si on arrive à cette table de négociation aussi faible que nous sommes, on va s'en sortir avec voilà, des piètres accords
et ça va encore nous plonger 30 ans en arrière. On va encore produire une génération politique qui va venir résoudre des crises et 30 ans après, je serai votre invité, j'aurai le même discours. Très bien. Alors, puisque là, je vous sens un peu sceptique par rapport aux solutions diplomatiques. Et si on s'organise au niveau interne pour affronter militairement le Rwanda? C'est mon vœu le plus ardent. Mon vœu, c'est vraiment une forme de révolution populaire. J'en suis arrivé au point de me dire que la question de la paix au Congo a quitté le stade politique. La résolution de cette problématique n'est plus politique. Parce que politiquement, on n'y arrivera pas. Si on s'attient aux politiques, on va aller au dialogue. Il ne faut pas en vouloir au président si on va au dialogue. Parce que militairement, on ne pourra pas. Nous sommes piégés. Aujourd'hui, on peut avoir les hommes. Si jamais on se bat, c'est encore plus dangereux parce que les positions occupées par l'ennemi, on risque de les perdre. Imaginez une situation, les M23 AFC se battent frontalement contre les FARDC avec toutes les armées étrangères qu'on a sur notre sol, on risque la balkanisation. On risque une mission spéciale des Nations Unies, faisant force tampon. On risque de voir tous les réfugiés dont parle Paul Kagame déversés en République démocratique du Congo. On risque d'avoir des mouvements sécessionnistes de l'autre côté. Et ça, c'est très dangereux parce qu'ils ont la force de l'arme. Il faut une solution militaire. Ils ont la force de l'arme. Ils ont la force des armes. Nous aussi, on a la force des armes. Donc, à un moment donné, c'est très dangereux de se battre. Moi, je pense que c'est ça la stratégie. C'est ça qui justifie que les FARDC ne se battent pas. Parce que c'est très dangereux. Cette même stratégie, on l'a connue en 98. Vous vous rappelez que les généraux de Mobutu ont refusé de se battre. Justement parce qu'ils avaient peur que si jamais il y a résistance, on va couper le Congo. Donc, si les politiques ne peuvent pas, l'armée ne peut pas, c'est le peuple qui peut. C'est-à-dire, il faut un soulèvement du peuple qui vient pour réclamer son sol, qui vient pour réclamer son intégrité territoriale. C'est la seule solution en ce moment. Le peuple. Ça veut dire, je ne sais pas comment ça va se faire, mais que les gens s'élèvent de partout, que les gens, un peu comme ce que Mouzé disait, prenez ce qui est autour de vous parce que... Sans attendre un mot d'ordre. Voilà, le combat est là, l'ennemi est là sur notre sol. Si on fait que confiance aux politiques, j'appelle pas à l'anarchie, mais on va aller dans des solutions qu'on a déjà connues. Et ça sera encore un Congo de 30 années de crise avant qu'on ait l'opportunité de faire quelque chose d'autre. Donc moi, j'en suis arrivé au point où c'est le peuple. Très bien. C'est le peuple ou rien. Alors, nous devons finir. Vous avez votre caméra. Oui, cette révolution doit nécessairement partir des zones meurtries. Goma, disons Nord Kivu, une partie du Sud Kivu, l'Ituri aussi. Un mot à l'ensemble de cette population qui souffre. Un mot, la population congolaise devra comprendre que le pays court à sa perte. Nous courons à notre perte. Et on est aujourd'hui au moment où, 30 ans après, cette génération politique a échoué. Nous n'ayons pas la peur de le dire à nos pères. Ils ont échoué. Et au moment où je vous parle, si le peuple ne se réveille pas, si on n'a pas un sursaut politique, un peu comme ces sursauts politiques-là qui a arrêté les Rwandais dès 1998, on va revenir à la table des négociations. Ça sera Sun City 2 et vous connaissez la suite. Donc, nous qui n'avons pas encore d'enfants, on aura des enfants qui seront obligés 30 ans après de venir nous dire ce que j'ai dit aujourd'hui 30 ans après à nos pères. C'est le peuple qui peut mettre fin à cette guerre. Et ce peuple-là, ce n'est pas que le peuple meurtri. Ça peut partir de partout. Il faut à un moment donné que nous démontrions à la face du monde qu'on en a marre. Il faut qu'on arrête de vivre comme si nous n'étions pas attaqués. Après cette révolution-là, il va maintenant falloir une élite politique nouvelle qui doit comprendre une seule chose, que le Congo ne peut exister que s'il est une nation et que s'il est un État puissant. Il faut à un moment donné prendre le courage et construire la puissance. Parce que le monde dans lequel nous vivons ne respecte que les hommes forts, ne respecte que les États puissants. Nous en avons le moyen,
nous en avons la géologie, nous en avons la population, nous en avons le territoire. Tout ce qui nous manque, c'est la conscience. Tout ce qui nous manque, c'est l'expertise. Et on peut se le construire. Je vois une génération qui arrive très talentueuse, mais le problème, c'est que ne venons pas juste par désir de prendre le pouvoir. Le pouvoir est en train d'arriver naturellement. C'est nous qui serons au pouvoir demain, naturellement. Naturellement. Mais comprenons la responsabilité de la responsabilité qui vient avec ces pouvoirs-là. Nous avons le devoir et la mission de construire un Congo qui n'a pas encore été construit depuis 60. Très bien. Elie Mondonga, merci. Il faut préciser que ce n'était que des analyses. Effectivement. Rien à voir avec l'anarchie. C'était un éveil patriotique. En effet. Alors, c'était un plaisir de vous recevoir, avec l'espoir, bien entendu, de vous revoir encore plus tard. C'est la deuxième fois que vous êtes sur notre plateau. Et votre premier passage a été un succès. Merci. C'est parmi les émissions qui sont les plus suivies. Merci beaucoup. J'ai vu que j'ai été aussi très critiqué, mais bon, c'est la démocratie. Merci pour votre invitation, je suis disponible. Et très bien. Je n'arrêterai pas de vous remercier. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'en est fini pour cette émission. Je vous fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.